Monsieur le ministre, bonjour, merci de nous recevoir dans les locaux du cabinet Franklin. Je suis accompagné de Claire Olive, qui est administratrice et présidente de la commission gouvernance et éthique du Cercle Montesquieu, et également accompagné par Leslie Brassac, qui est journaliste d'Actuel Direction Juridique du groupe Lefebvre-Sarrut. Alors, première question à chaud. La commission gouvernance et éthique ainsi que le droit pour moi, avec comme partenaire le groupe Lefebvre-Sarrut, va lancer une fiction juridique, une série sur l'anticorruption pour sensibiliser tous les collaborateurs d'une entreprise sur la loi Sapin II, sur l'anticorruption. Vous avez vu la bande-annonce. Que pensez-vous de cette production un petit peu décalée ? Plus les sujets sont délicats. La question de la corruption, c'est un sujet délicat parce qu'on le voit, même dans l'actualité, on peut le retrouver sous plein de formes et plein d'endroits différents. Plus les sujets sont d'ailleurs techniques, parce que derrière, en termes juridiques, il y a des lois, il y a des textes, il y a des procédures, et plus il faut essayer d'être simple, y compris ludique, pour que les gens accrochent et ne s'endorment pas dès les premiers mots. Et j'ai trouvé que cette bande-annonce, elle était accrocheuse au bon sens du terme. On a envie d'en savoir plus. Monsieur le ministre, avec quelques années de recul, quel regard portez-vous sur le dispositif anticorruption et les transformations qu'il a engendrées et sur la loi qui porte votre nom? Comme tout texte de loi, il a ses réussites et il a sûrement ses imperfections dans sa mise en œuvre. Mais ce que j'en vois, non pas ce que moi-même j'en pense, ça n'aurait peu d'importance, mais ce que j'en entends dire, le commentaire que je peux avoir, est plutôt un commentaire positif. Et je vais prendre juste un exemple. Il y a quelques années, au moment où je concevais ce texte, j'ai été voir les autorités américaines. Vous savez, ces méchantes autorités américaines qui poursuivaient les entreprises françaises pour corruption, pendant que celles-ci n'étaient d'ailleurs, en tout cas peut-être poursuivies, mais pas condamnées en France. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous êtes si désagréable avec les entreprises françaises? Bon, il m'explique qu'il n'y a pas que des Français, etc. Et à la fin, il me dit, en anglais, je ne le redis pas rien, vous ne faites pas le boulot, donc je le fais. Et il y a quelques mois, au cours d'un séminaire, je rencontre la même personne. Et il me dit, ça y est, maintenant vous faites le boulot. Donc je crois que c'est le symbole d'une crédibilité retrouvée de la France et des entreprises françaises dans la lutte contre la corruption. Et ce manque de crédibilité avait beaucoup d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'on avait perdu une part de notre souveraineté. On ne jugeait même pas nous-mêmes nos entreprises pour des actes commis par des Français, ou même si c'était à l'étranger. Et on a retrouvé une forme de crédibilité vis-à-vis de l'OCDE, vis-à-vis des autorités américaines, anglaises et toute autre autorité. Et au fond, on a rendu service aux entreprises, parce que même si aujourd'hui, elles trouvent que c'est compliqué, que c'est du travail, que parfois ça demande beaucoup de dépenses pour des choses qu'on pourrait peut-être éviter, elles étaient les premières à souhaiter que nous retrouvions cette crédibilité et qu'on les protège en quelque sorte en ayant une législation qui soit à la hauteur. Voilà, c'est le sentiment global. Après, l'AFA, qui est une nouvelle administration, une nouvelle autorité qui se met en place, des procédures qui se rôdent, des choses qui doivent s'améliorer. Il y a eu aussi des anicroches, il y a eu aussi des grains de sable dans la mécanique. Mais globalement, je crois que c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est commenté positivement par les observateurs. Je vous remercie. Justement, une 7e CJIP, Convention judiciaire d'intérêt public, vient d'être homologuée avec une sanction de 12 millions d'euros. La France serait-elle aujourd'hui vaccinée contre les lois extraterritoriales? Il fallait qu'elle retrouve sa crédibilité. Il y a parfois des gens qui disent, mais c'est par une forme de perversité que des autorités étrangères menaient des opérations extraterritoriales sur notre territoire. Je ne suis pas naïf. Je sais très bien que des autorités américaines peuvent être très intéressées par ce qui se passe chez Airbus. Mais la raison principale pour laquelle les autorités étrangères s'occupaient de nous, c'est que nous ne nous occupions pas de nous-mêmes. Et donc, il fallait retrouver cette crédibilité. Ce n'est pas une histoire de vaccin. C'est une histoire de crédibilité. Et ensuite, il faut toujours, parce que ça c'est une question dans la durée,
que les entreprises, d'une manière générale, le tissu économique, les acteurs économiques et administratifs, soient persuadés que ce qu'on a accepté pendant longtemps, corrompre à l'extérieur, n'était plus admissible aujourd'hui. Depuis toujours, on dit corrompre en France, sur le territoire français, c'est scandaleux. Il y a évidemment continuellement des affaires de cette nature, parce que les gens sont les gens et l'argent est attrayant. Mais on considérait que pour vendre quelque chose à l'extérieur, c'était pas grave. Au contraire, c'était même reconnu comme quelque chose d'officiel. Si je peux me permettre une anecdote aussi, sans vouloir être trop long, il y a quelques années, mais pour la première loi Sapin, je demande à mes services à l'époque, mais est-ce qu'il ne se passe pas des problèmes? Il n'y a pas des problèmes à l'extérieur. La première loi, le Sapin s'occupait du territoire français. Et ils m'ont dit, aucun problème, il y a un bureau à Bercy qui fait ça. Et le bureau à Bercy, qu'est-ce qu'il faisait? Il homologuait. On venait le voir en disant, ben voilà, pour obtenir tel contrat, j'ai besoin de sortir telle quantité d'argent, on ne décrivait pas tout, et hop, on homologuait. C'était accepté. Et non, c'est inacceptable, et pour nous, sur le territoire français, et ailleurs. Et ça, c'est un état d'esprit qui, je crois, est en train de bien progresser. Monsieur le ministre, la commission des lois de l'Assemblée nationale a confié une mission d'évaluation de la loi Sapin II à 2 députés. Selon vous, quelles seront les suites de cette mission? Des évolutions de la loi sont-elles envisagées? D'abord, je trouve excellent, ça fait partie du rôle du Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, que des députés ou des sénateurs, des parlementaires, se préoccupent de ce que devient une loi dans la durée. Je ne pense pas qu'il faut le faire dès le lendemain, pas dans les 6 mois, mais là, on commence à avoir une certaine visibilité, et donc je trouve que c'est une très bonne chose. Je mettrai en garde contre la bougeotte législative, qui est parfois une maladie française. On veut tout le temps changer les règles. Bon. Mais que ces parlementaires qui m'ont entendu, qui j'ai expliqué un certain nombre de choses, veuillent voir où on en est, qu'est-ce qui peut être amélioré, est-ce qu'il y a des simplifications dans les processus, est-ce que l'AFA dispose aujourd'hui de l'ensemble des moyens nécessaires, juridiques ou administratifs et financiers. Ça me paraît être une très bonne direction. La seule chose que je dirais, et que je leur ai dit, c'est attention, parce que malgré tout, toutes ces institutions ne sont pas si anciennes. Il ne faut donc pas les bouleverser. On peut modifier, on peut améliorer, mais il faut éviter d'atteindre la crédibilité des institutions qui aujourd'hui, globalement, fonctionnent bien. Donc oui, c'est perfectionnable. Il n'y a pas de veau d'or, il n'y a pas un texte, y compris quand il porte le nom de son auteur, qui est inchangeable. Mais il faut le faire avec délicatesse. Donc vous ne seriez pas favorable à la fusion entre l'AFA et la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique? J'ai vu que cette proposition avait été dans un premier temps faite, en particulier par le cercle des juristes et une commission qui a travaillé sur ce sujet-là. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée à ce stade. D'abord parce que la Haute Autorité, même si elle est un tout petit peu plus ancienne que l'AFA, n'est pas si ancienne que cela, qu'elle a eu d'ailleurs de nouvelles compétences, y compris la loi Sapin lui donne dans le cadre de la transparence des lobbies, enfin des représentants d'intérêts, et qu'il faut déjà qu'elle digère tous ces travaux. Et l'AFA n'est pas non plus une institution bien ancienne, il faut qu'elle s'impose dans le paysage. On va voir peut-être demain comment simplifier, mais c'est quand même 2 choses très différentes. La transparence, c'est une chose, elle vise à l'éthique dans le fonctionnement administratif et politique. La lutte contre la corruption en est une autre, parce qu'elle touche énormément au tissu économique, aux entreprises. Les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Les personnes qui sont contrôlées ne sont pas du tout dans le même domaine. Donc aujourd'hui, non, je n'y serais pas favorable, même si, évidemment, il n'est pas interdit de réfléchir, de se projeter dans l'avenir. D'accord. Et les associations de lutte anticorruption estiment que les amendes qui sont prévues par la loi Sapin II ne sont pas assez dissuasives, et notamment parce que les entreprises peuvent les provisionner. Qu'est-ce que vous en pensez? La plupart des amendes qui ont été prévues sont sorties du schéma habituel qui consiste à mettre un quantum, une somme, minimum et maximum. On est rentré dans des proportions, des pourcentages. Et dès que vous rentrez dans des pourcentages, ça a un avantage, c'est que celui qui a de très grosses affaires peut payer de très grosses sommes. Quand on regarde
ce à quoi aujourd'hui un certain nombre d'entreprises, dans le cadre de conventions judiciaires d'intérêt public, sont confrontées en termes de niveau d'amende. Vous voyez bien que ce sont plusieurs dizaines, plusieurs centaines, parfois plusieurs milliards d'amendes si je regarde telle ou telle grosse entreprise. Donc je pense qu'on a trouvé un dispositif qui permet aux juges de s'adapter, aux procureurs, dans le cadre des négociations, de s'adapter à la situation exacte de chacune des entreprises concernées. D'accord, merci Monsieur le Ministre. La loi Sapin II s'inscrit dans une véritable dynamique législative. Vigilance, RGPD, voire la loi Pacte. Y a-t-il pour vous une nouvelle dimension de la compliance, voire une répercussion sur la finalité même de l'entreprise? Pendant très longtemps, ces questions de conformité, de compliance, ont été réservées à la sphère financière. Parce que c'était en quelque sorte une forme de sécurisation, y compris des dépôts, des clients, des acteurs dans le monde financier. Et on l'a étendu, en France en tous les cas, plus récemment, à d'autres secteurs. Et au fond, ça veut dire quoi, cette conformité, cette compliance, cette prévention? Ça veut dire qu'on considère que les acteurs économiques sont eux-mêmes responsables de l'honnêteté, de l'éthique, de la probité. Et qu'on ne délègue pas seulement à l'extérieur, aux institutions extérieures, la police et la justice, le soin de vérifier que la loi est respectée. Et donc, de ce point de vue-là, cela rejoint une préoccupation actuelle qui est celle d'entreprise de mission, c'est-à-dire que l'entreprise, au-delà évidemment de sa volonté de créer de la valeur, comme aujourd'hui, y compris évidemment d'avoir des résultats positifs, y compris de pouvoir rémunérer ses actionnaires et évidemment rémunérer ses salariés, il y a autre chose. Et cette autre chose, que l'on peut définir comme étant une volonté sociale, une volonté environnementale, elle comprend aujourd'hui cette question de probité publique. Et je trouve que c'est une bonne chose. On est chacun acteur d'une probité plus générale, d'une éthique plus générale, et chaque entreprise, en l'occurrence maintenant, est acteur de cette probité. Je vous remercie. Alors justement, quand on voit la lourdeur des réglementations et des processus, comment concilier ces contraintes très importantes et laisser une place au discernement et à l'éthique? Nous avons besoin de procédures, ne serait-ce que pour la clarté des choses, ne serait-ce d'ailleurs que pour faire ce qu'il est nécessaire de faire, pas plus, pas moins, et donc de pouvoir être contrôlé, que ce soit contrôlé préventivement, ce que fait par exemple l'Agence française anticorruption, ou que ce soit contrôlé, j'allais dire, a posteriori, par les autorités dont ça peut être la charge. Donc on a besoin de procédures. Mais il y a toujours un moment donné où il y a une question de proportionnalité, d'adaptation aux circonstances. On ne va pas demander à chaque entreprise de faire exactement la même chose. Parce que vous avez des entreprises qui se savent très exposées à ce risque, et d'autres qui, en conscience, ont le sentiment que le risque est toujours présent, mais qu'il est peut-être d'une autre nature. Vous êtes une grosse entreprise qui travaille dans tous les pays du monde, y compris les moins structurés du point de vue du fonctionnement de la justice. Vous avez quand même beaucoup de précautions à prendre. Vous êtes une petite entreprise qui dépasse tout juste les niveaux qui obligent à mettre en place des processus loi Sapin 2. Vous devez le faire, vous devez le faire là aussi à proportion de vos moyens. Et donc ce discernement, cette capacité à juger de la qualité de l'effort et même peut-être parfois du chemin parcouru, quelqu'un qui part de loin et qui avance dans ce chemin, et quelqu'un qu'il faut respecter, peut-être plus que quelqu'un qui a beaucoup de moyens et qui fait beaucoup, mais qui a laissé quand même de champ libre dans certains secteurs à ce que les risques eux-mêmes puissent exister. Donc oui, la réglementation, la loi, nous sommes un pays de loi, elle doit aussi laisser la place au discernement, à la proportionnalité, au jugement, à l'intelligence. Merci. Monsieur le ministre, aujourd'hui, vous êtes devenu avocat. Comment envisagez-vous votre pouvoir d'agir en cette nouvelle qualité? Alors, je suis avocat. Les avocats
peuvent faire beaucoup de choses différentes. Et il y a des avocats qui, et c'est tout à fait légitime, vont défendre telle ou telle entreprise ou telle personne qui pourrait, dans le domaine de la corruption ou dans tout autre, être mise en cause. Ça fait partie du devoir d'avocat et c'est un beau devoir et une belle mission. Ce que, pour ma part, je pense pouvoir apporter dans ce domaine-là, c'est l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement aussi de ceux qui se trouvent à un moment donné dans la difficulté alors qu'ils n'ont pas vu venir. Et c'est pour ça que moi je suis très favorable à ce que j'ai renforcé dans la loi Sapin 2, qui existait déjà un peu dans notre droit, qui est ce qu'on appelle la justice transactionnelle. Alors, c'est pas si positif que ça, la justice transactionnelle. Mais au fond, c'est une justice plus rapide, plus proche des réalités, plus proche de l'intérêt général de l'entreprise, tout en étant une justice sévère. Et celle-là, je la crois vraiment en adéquation avec le rythme de la vie économique, le rythme de la vie des entreprises, tout en étant extrêmement juste et extrêmement sévère. C'est ça que, pour ma part, j'ai envie de développer, ce que je développe ici même, à la fois comme un prolongement de ce que j'ai pu faire dans ma vie politique ou dans la mise au point, la défense, l'adoption de textes, mais parce que c'est aussi une éthique personnelle profonde. Je suis favorable à l'économie de marché. Je pense que c'est celle qui aujourd'hui est la meilleure à tout point de vue pour produire. Et évidemment, elle ne doit pas pour autant écraser tout ce qui est service public, etc. Et dans cette économie de marché, il y a des risques. Eh bien, si je peux apporter ma pierre pour faire en sorte que ces risques soient limités et que l'éthique, la probité soit une valeur très partagée, en tant qu'avocat, je pense que j'aurais bien continué ce que j'ai déjà fait dans ma vie. Que feriez-vous si vous aviez une baguette magique? Si il s'agit du domaine de la corruption, de l'éthique, etc., je prendrais la baguette magique avec respect. Je la mettrai dans un placard, je l'enfermerai à clé, parce que je sais que dans ce domaine-là, rien ne se fait d'un coup de baguette magique. Et dans les autres domaines? Dans sa vie personnelle, on peut toujours souhaiter que des choses merveilleuses arrivent. Mais le merveilleux dans le domaine de la lutte contre la corruption, ça n'existe pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.